Nous avons été voir Spider-Man Across the Spider-Verse. Nous allons découvrir ensemble tous les quatre nos réactions puisque nous nous avons rien préparé. Tout est totalement improvisé. C'est le principe du café multiverse et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce 73e épisode du Café Multiverse où nous vous retrouvons tous les quatre pour une émission spéciale consacrée donc au dernier film de la franchise Spider-Man, assez particulier puisqu'il s'agit d'un film d'animation. Second opus, même deuxième opus, je devrais plutôt dire, même si c'est un petit peu spoilé de dire ça. Deuxième opus de la franchise des Spider-Verse. Voilà où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Greg, est-ce que tu peux te représenter rapidement? Salut Pierre, je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée et caricaturiste en événementiel et je sors d'une actu un peu bouillante avec ma participation au Lyon BD Festival et une expo qui a démarré là, d'ailleurs Romuald est venu me voir, merci Romuald, et à Saint-Priest, voilà, et qui va sans doute tourner un petit peu. Et donc Romuald, à ton tour. Eh bien, bonjour. Voilà, moi, la journée, j'enseigne la biologie et le soir, sur mes heures perdues, je travaille autour du comics et j'avais eu le plaisir il y a quelques années de faire une expo sur Marvel et avec du Spider-Man partout, quoi. Très bien. Et dans ton café multiverse. C'est un habitué de l'émission, on peut le dire. Et Hugo, notre nouvel intervenu qui arrive pour la première fois parmi nous. Intervenant, pardon. Exactement, intervenant. Salut Pierre, bonjour à tous. Moi je m'appelle Hugo, je connais Pierre depuis très longtemps parce que je suis un ancien de Japan Expo des années il y a fort longtemps. Il y a un peu plus de 20 ans, à l'époque du CNIT et autres. Donc on revient sur cette époque-là. Gros fan de comics également. Et au quotidien, moi je travaille dans la tech. Donc je vends de la télé, je vends des enceintes, des platines, du casque. Et dans mon enseigne, j'étais à la chance d'être partenaire du film Spider-Man. Donc j'avais eu la chance, on en parlera après, de voir 20 minutes du film au mois de décembre l'année dernière, au tout départ avec une partie d'équipe créative. Et donc le pied que j'avais pris en décembre l'année dernière, on en reparlera derrière, mais voilà, c'était quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, dans la tech, dans le cinéma, et fan de comics, jeux vidéo, manga. Voilà. Et en ce qui me concerne, donc, je suis responsable de communication dans une collectivité territoriale et comme l'a dit Hugo, j'ai travaillé pour les festivals Japan Expo et puis j'ai également eu plusieurs pieds, plusieurs bras, plusieurs toiles dans l'événementiel. Voilà. Hugo, c'est amusant justement ce que tu dis, que tu parles de ça parce que je me souviens que moi j'avais déjà en tête de t'inviter pour une émission de comics. Et je t'avais proposé Ouais. The Flash et puis tu m'as dit non, moi je veux Spider-Verse. Spider-Verse. Alors vas-y, explique-nous pourquoi. C'est en lien avec cette avant-première? Ouais, non, alors moi, je vais dire les choses directement. On est tous un peu issus de la même génération, à pas grand-chose près, et on a tous vécu l'arrivée au cinéma de nos amis en collant et en slip. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, comme vous tous, la toute première fois, d'aller voir Sam Raimi au cinéma nous faire un Spider-Man, comme on l'a dit, au premier degré, faire un film qui tenait la route à l'époque. Et j'ai pu voir des gens avec qui je pouvais parler un peu BD ou comics à cette époque-là, qui regardaient ça de loin. C'était vraiment avant que la pop culture soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et à cette époque-là, on a pu voir un début d'arrivée de la pop culture en gros. Pour préciser, donc j'ai aucun problème avec les Spider-Man de Sam Raimi, mais surtout ce qui était important de dire, c'est que le premier Spider-Verse, donc le New Generation, merci les gens du marketing de Sony d'avoir changé le nom en français pour aucune raison, pour strictement aucune raison, parce que Into the Spider-Verse c'était pas si mal. Bref, moi je l'ai dit à l'époque quand je l'ai vu, c'était probablement mon film de comics préféré. Au moment où il est tombé, alors il y avait un paquet de facteurs. Je pense qu'il y a le côté émotionnel de la mort de Stanley et l'arrivée d'avoir un petit caméo Stanley dans le premier qui m'avait vraiment tiré les larmes parce que je trouvais ça très 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 bien fait. Je l'avais trouvé ultra bien fait et l'arrivée d'un mélange de pop culture dans le 1. Je vais même pas parler de l'art visuel parce qu'on va en parler ensemble, mais cet effet d'avoir la musique, le street et de l'action vraiment sympathique, je trouvais que le 1 était quelque chose d'exceptionnel. Et bossant avec Sony régulièrement pour du partenariat, il m'avait proposé entre autres de pouvoir travailler avec la franchise Spider-Man qui, pour être honnête, n'est pas la franchise la plus facile à attraper en partenariat. Donc forcément, quand ils m'ont dit qu'il y avait une possibilité, voilà, j'ai sauté dessus et j'ai dit je vais absolument rester sur Spider-Man. En termes de partenariat, j'ai pu faire Babylon, John Wick et là Spider-Man. Donc pour te dire, en effet, quand tu me parles de The Flash, tu aurais pu m'inviter pour Babylon, pour John Wick ou quoi que ce soit, mais là, non, clairement, Flash, j'étais pas dedans. Donc Voilà, voilà pourquoi Spider-Man. très bien. Et Romuald, toi, par rapport au premier film, tu te positionnes comment?
Ah oui, moi je suis assez d'accord. C'est-à-dire que si je dois trier les films de super-héros, après il y a de l'affectif, mais en termes de réussite et tout ça, c'est le vrai Spider-Man pour moi. C'est le seul vraiment qui coche un peu toutes les cases. Et puis on est allé le voir un peu parce qu'on va tout voir. Il y a beaucoup d'animations. Et là, tu ressors, tu te fais défoncer la tête complètement. Et en plus, c'est D'accord. pas un film pour enfants. Et avec un personnage que peu de gens connaissaient finalement, qui connaissaient vraiment Miles Morales. En plus, moi, je suis passé à côté dans les comics complètement. Et alors là, t'en prends plein la tête, et ça n'arrête pas, et il y a tout, quoi. Et l'ambiance sonore, l'ambiance des musiques, voilà. Ouais. Donc, La BO forcément, du quand il y en a 1, ouais. deux, hein, ouais, voilà, Et on toi, court. et toi Greg, Bah, du coup, je vais pas vous parler de mon rapport à Spider-Man parce qu'il est un peu comme dit Hugo. Par contre, je suis d'accord avec vous, il y a tout. Et je vais tout de suite un petit peu parler. J'ai adoré, enfin, franchement, j'ai adoré le film, j'ai adoré les deux, j'ai peut-être même encore mieux aimé celui-là. Il y a tout, il y a tout. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop pour certains? C'est-à-dire que je lis ici ou là que c'est le meilleur Spider-Man, j'en conviens, je pense que c'est vraiment, le film est incroyable. Là, mais je trouve tout de même que il y a tout dans le sens, et c'est le côté un petit peu négatif que je vois. Je suis allé en famille, on est allé à trois. Ils ont beau avoir vu plusieurs films Spider-Man de plusieurs itérations. Ma fille a dit j'ai rien compris. Ouais, elle a vu le premier Ouais. film. Bon, elle a 8 ans. Hein, voilà. Et ma femme, elle a dit ouais, c'est quand même too much quoi. Et c'est vrai qu'il y a un côté comment dire, c'est le superlatif du film pour moi. Voilà, tous les plans sont incroyables. On a les yeux qui pleurent un peu tellement il y a des couleurs de partout. Et Ouais. surtout, il faut avoir connaissance de tout. Je suis quand même sorti du premier film en me disant, oui, mais du coup, on explore vraiment tous les Spider-Man, quoi. C'est-à-dire on est plus dans un film très simple, et pour moi, on est dans je sais pas si c'est la surenchère, mais il y a vraiment énormément de choses, et je me pose la question, c'est pas pour moi, ça me concerne pas ce que je dis, mais je me pose quand même la question pour ceux qui voudraient découvrir un film d'animation, est-ce que c'est le bon moyen pour démarrer Spider-Man, quoi. Voilà. Ouais, pour commencer. Ouais. alors moi je vais un petit peu aller à contre-pied de ce que vous dites, même si je vous rejoins sur énormément de points. En fait, j'ai ressenti dans ce deuxième film la même chose que j'ai ressenti en voyant le premier. C'est-à-dire que quand j'avais entendu parler du premier, j'avais entendu tellement de belles choses que finalement, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, bah, il était sympa, mais bon, visuellement, il n'y avait rien à dire, mais j'avais pas eu ce sentiment, enfin, j'avais pas été transporté non plus, voilà. Et finalement, avec le 2, je me suis retrouvé un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que là, après avoir une semaine où je vais quand même enchaîner Fast X, la petite sirène, les Chevaliers Zodiac. C'est sûr que là, ça remonte énormément le niveau, voilà. Mais en même temps, avec tout ce que j'ai entendu, toutes les critiques dithyrambiques, il y a certains points sur lesquels moi je me suis pas forcément retrouvé. Et comme dit Greg, en sortant du film, j'avais peut-être l'impression d'avoir eu trop, et j'étais rassuré quelque part finalement que ce soit un film qui soit un film en deux parties, parce que je me suis dit, mais ils n'arriveront jamais à le terminer. Enfin, je le savais finalement. Je me dis plutôt l'inverse. Je me suis dit, heureusement qu'il y a un deuxième film, parce que là, on n'arrivera jamais à digérer tout ce qu'ils ont déjà mis dans le premier, quoi. Voilà. Tu dis que c'est un peu un spoiler, je me pose la question parce que c'est vrai que Romuald nous avait dit, je vous préviens tout de même, c'est peut-être un spoiler, mais ce film-là est un numéro 2 d'une trilogie, quoi. Et du coup, là, bon, tant pis, on l'a dit, maintenant, c'est pas la partie spoiler, mais je me demande, ça me pose question, je sais pas ce que vous en pensez, pourquoi ils l'ont pas dit? Pourquoi on est capté, et pourquoi on a la surprise finalement de se dire, bon, bah, il va y avoir un 3, mais on s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on voit le film qui déborde d'action, qui déborde de suspense, et puis à un moment donné, c'est vrai, au bout d'un certain temps ressenti de film, on se dit, mais c'est tellement dans l'urgence tout le temps, ça va pas se résoudre tout de suite, quoi. Hugo, toi qui avais vu la première, tu avais eu des échos par rapport à ça? Alors, ouais, alors moi je vais vous donner deux réponses. Je vais donner la réponse du pro, puisque j'ai pu parler aux équipes de Sony, et je peux vous montrer entre autres des petits clitos assez sympas que j'ai récupérés. Hop, j'en ai une ici, vous voyez, ce genre de petites choses-là qu'on peut avoir directement en travaillant avec Sony, c'était plutôt sympa. Alors j'ai eu deux réponses. J'ai eu le fait de travailler avec Sony, qui moi, quand ils m'ont présenté le projet il y a peut-être 2 ans,
J'avais déjà eu des dates et des designs de titres pour Across et pour Beyond, puisque ça maintenant on est d'accord, tout le monde a le nom du 3, pour Beyond du coup, et également le fait que il voulait travailler vraiment sur la paire de films en tant que tel, puisque moi quand j'ai fait lancer mon partenariat, je voulais utiliser les images du premier film pour illustrer des choses chez moi dans mes magasins, enfin bref tout ça, et ils ont vraiment, tu l'as dit tout à l'heure Romuald, ils ont changé les équipes, ou Greg, je sais plus, ils ont changé toutes les équipes, et donc ils souhaitaient vraiment travailler les deux ensemble. Donc d'un côté pro, moi j'ai été prévenu dès le départ que c'était un enchaînement de films, et c'est vrai que tu as raison, maintenant que j'y repense, au niveau grand public, au niveau des bandes annonces, au niveau de tout ça, rien n'a vraiment été fait pour mettre en avant le Beyond, pour dire attention les gars, il y a Cross et il y a Beyond derrière. Déjà ne serait-ce que le nom Beyond, à l'époque quand j'en parlais avec les images de Sony, j'ai presque eu peur de me dire que est-ce qu'il n'y a pas un spoil avec le nom du titre, puisqu'on a un Into, un Cross et un Beyond, donc on peut déjà présupposer la fin, faut pas aller dans les... Mais voilà. Et donc, moi, j'ai envie de te dire, côté pro, ils ont fait le boulot d'expliquer que c'était un film en deux parties, etc. Au niveau grand public, je suis bien d'accord. Et malgré le fait de le savoir, quand j'ai fait l'avant-première, j'ai pris une tarte à la fin en me disant, ah putain, les salauds, ils s'arrêtent maintenant sur un cliffhanger plus proche de l'univers de la série que l'univers du film, quoi. C'est assez rare de faire ça dans le film. Je dis pas que ça n'a jamais été fait. Attention, Comment dans le monde du comics. on n'est pas encore dans les spoilers. Hein. Petit Ah non, disclaimer tout de suite, je te le rappelle. Hein. On est tout à fait d'accord. Je dis juste que de s'arrêter comme ils ont pu le faire, là, je parle de vraiment la technique scénaristique. On peut avoir des films où on sait qu'il y a plusieurs parties. Hein, quand Star Wars dit qu'ils vont lancer une nouvelle trilogie, on sait qu'il y en a 3 et après derrière on sait comment ça se passe. Là, c'est vrai que c'était beaucoup moins clair en termes de communication. Je suis assez d'accord. J'aime bien la comparaison parce que tu dis on sait qu'ils annoncent une trilogie Star Wars, mais on dirait que l'équipe technique était pas au courant. Ils ont fait les scénaristes, les réals, il y avait rien qui allait ensemble. Savoir. Là, ça a l'air de bien travailler. Et en préparant l'émission, en tout cas techniquement, puisque j'ai été chercher la bande-annonce, c'est vrai que je suis tombé sur une bande-annonce de décembre dernier où il y avait marqué partie 1. Voilà. Donc, Ouais. comme quoi, finalement, au au début de la promo, ils avaient préparé le truc, mais après, je sais pas pourquoi, ils l'ont complètement lâché en cours de Alors, route. partie 1 sur le deuxième film ou sur le premier film du coup Sur le deuxième film, il y avait une partie, deuxième. en gros, c'était marqué D'accord. partie 1, je sais pas comment ils l'ont... D'accord. Ils auraient pu dire 2.5, enfin, un peu comme les saisons des animés là, avec saison 4 partie 1, saison 4 partie 2.1. Alors, Romuald, tout à l'heure, je t'ai vu tiquer quand Greg disait il faut avoir vu beaucoup de choses, il faut connaître beaucoup de choses par rapport à l'univers de Spider-Man pour pour voir le film. T'avais pas l'air d'accord avec ça. C'est pas ça, c'est que moi je suis allé en famille aussi, ma femme a pas du tout de référence et ça lui a beaucoup plu. Moi je trouve que c'est, en fait tu peux être frustré de pas comprendre, mais je trouve que c'est très auto-contenu. Et ensuite il y a une chose, mais c'est peut-être là, j'ai des enfants de Greg aussi, le mien a 13 ans, c'est que Spider-Man c'est le personnage qui est le plus exploité en série télé. On a eu d'ailleurs une série Ultimate Spider-Man, tout ça. Donc moi mon fils, depuis qu'il est tout petit qui regarde la télé, il a eu je sais pas 5-6 séries Spider-Man. Donc si tu veux, il est nourri d'un univers Spider-Man qui est l'univers le plus présent. Donc lui, ça lui parle. Mais je trouvais que, enfin, je sais pas, je trouve que le film, il est autocontenu. Tu peux être frustré de pas comprendre tout ce qui se passe. Il y a un moment, on voit un personnage qui est cité vraiment dans les comics. Je suis sûr que là, peu de gens ont compris ou fait la liaison. C'est pas très grave. Je trouve que ça n'arrête pas. Mais les ressentis sont très différents. Ce que je te disais, j'ai écouté beaucoup de gens en parler. C'est très varié. Et faut accepter ça. Après, la question, c'est que des fois, vouloir plaire à beaucoup de gens, tu plais à personne. Là, au moins, je pense qu'il y a des gens aussi, on va être nuancés, puis ceux qui ont aimé, ils ont juste envie de le défendre bec et ongle, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que finalement, le fait d'avoir rebooté Spider-Man avec au moment du premier reboot, avec à nouveau la mort de l'oncle Ben, on se disait, mais pourquoi faire en fait, tu vois, c'est-à-dire qu'ils auraient pu aussi, plutôt que rebooter, recaster quoi. Après, c'est vrai que maintenant ils ont l'air de retomber sur leurs pattes parce qu'ils font du Spider-Man avec des multivers en disant tout est canon du coup, Ouais. mais c'est vrai que je suis pas forcément pour la redite indéfiniment non plus. Là je suis d'accord et c'est ça que j'ai apprécié à la limite dans celui-là. Et pour moi le gros point positif de tout de même de cette itération là, quand on a annoncé la mort dans Ultimate Spider-Man de Peter Parker, moi j'étais là, mais non, mais vous avez pas le droit. Je l'ai pas lu en plus à l'époque, et quand on a annoncé qu'il allait être remplacé par
par Miles Morales, j'ai eu un peu du mal à me faire à cette idée, vraiment. Et ben, très franchement, je trouve que c'est la réussite de ces films-là, c'est que j'ai même pas démarré le film en pensant à Peter Parker ici. J'ai vraiment pensé, on est sur Miles Morales, et pour moi, j'avais complètement intégré et accepté, voire même adoré ce personnage en fait. Et donc, j'étais très content de le retrouver et très content de retrouver Spider-Gwen avec laquelle j'avais les mêmes doutes en fait, de me dire oui, mais donc on va plus jamais faire du Peter Parker. C'est vrai que ça me posait un peu souci. En même temps, il a tellement existé. Pourquoi en refaire indéfiniment? On aurait pu se poser la question aussi. Et là, moi, c'est ça que j'ai apprécié. J'ai aimé retrouver ces deux personnages-là et j'ai encore plus aimé démarrer le film sur Gwen. Et finalement, je trouvais que c'était la première grosse réussite du film, ses premiers plans. Je vous raconte encore une fois. Et cette fois-ci, c'est pas Miles Morales, c'est Gwen Stacy. Et toi, Hugo, too much le film ou bien bonne dose? Alors, Too Much, je fais partie, je l'ai vu en équipe avec une partie de gens que tu connais, Pierre, de l'équipe de Japan Expo. Donc, il y avait du Stan, il y avait du Alain, il y avait du Olivier. Donc, il y avait toute cette équipe-là, des anciens de Japan Expo. Donc, dans le lot, un bon paquet et qui sont aujourd'hui dans le monde du comics, du manga. Un bon paquet qui maîtrise bien l'univers. Et pareil, une fois de plus, le retour était partagé. Alors, déjà, je vous dis direct, il n'y a pas de vraie avant-première, puisqu'on était qu'un seul jour avant la diffusion au cinéma. C'était le mardi au Grand Rex. Puisque Sony ne voulait pas d'organiser de vraies avant-premières. On était donc un jour avant, ça n'empêchait que c'était une avant-première mondiale. Donc on a croisé quelques Américains qui avaient fait le tour sur Paris pour voir le film avant tout le monde. Ah ouais. Et sur le côté un peu trop de ref, vous avez raison, puisque même moi qui pourtant suis un peu référencé, je suis pas le champion, mais je suis un peu référencé, on avait comme d'habitude au Grand Rex ce côté fiesta du film. Et donc à chaque fois qu'il y avait un clin d'œil ou quelqu'un qui arrivait, il y avait des gens qui criaient dans tous les sens. Et je ne cache pas qu'il y a certains moments où ça criait. Je me suis dit, tiens, celle-ci, je ne dois pas l'avoir parfaitement, je ne suis pas dedans. Donc, en effet, sur le côté ref, il y a des moments où tu dis, OK, j'ai pas tout. J'ai pas tout. Est-ce que ça m'a empêché? J'étais avec mon fils, moi, l'avant-première de 11 ans et un petit copain à lui de 10 ans. Les deux ont eu les yeux qui brillaient. Je pense que l'ambiance du Rex leur a aidé à avoir les yeux qui brillaient. Je leur ai demandé, est-ce que tu as tout compris? Ils ont dit oui pour avoir l'air pas trop bête, mais je sens qu'en effet, il y a des petites choses qui pouvaient passer à côté. Et j'ai eu de mon côté, c'était pas le cas de tout le monde, mais certains moments, comme disait Ah, on perd un petit peu la connexion avec Hugo là. Ah, perte de signal, zut. J'ai envie de rebondir sur ce qu'il dit en attendant qu'il revienne sur les yeux qui brillent. Est-ce que les yeux qui brillent, c'est pas un peu le manque de les glandes lacrymales qui suivent pas? Parce que franchement, il y a des fois, j'avais vraiment l'impression d'avoir besoin d'humidifier mes yeux parce que quand même, on en prend plein les yeux tout le temps, quoi. Je trouve que ça ne s'arrête jamais. Je rebondis sur ce que vous avez dit avant et sur ce que tu dis là. Déjà par rapport au Too Much, moi je l'ai vu avec mon grand qui aura 18 ans cette année. Effectivement, il n'avait pas toutes les refs et il me posait des questions. Il me dit celui-là, etc. Ils existent. Et je lui dis mais à mon avis ils existent tous. Alors je savais pas toutes les refs non plus, mais j'en avais suffisamment pour me dire qu'ils ont pas été les inventés. Voilà. J'en ai reconnu une paire que je connais pas parce que j'ai pas forcément lu les comics, mais je les connais au moins de vue. Voilà, j'ai déjà vu par rapport à ça. Ensuite, tu disais Too Much. Alors, effectivement, moi, ça a été assez compliqué à la fin du film parce que je suis sorti, j'avais vraiment. Je me suis dit, mais si on est épileptique, aller voir ce film, ça me paraît quand même peut-être un peu compliqué parce que ça part vraiment, vraiment visuellement dans tous les sens. Et à des moments, on a du mal à suivre. Pareil pour toi, Romuald, trop coloré, trop animé? Alors, ce qui est important, c'est que moi, j'ai revu le 1 ce matin. Ok. Et je me posais une question, est-ce que c'est pas des films, justement, qu'on va prendre plaisir à voir, revoir, et qui ne vieilliront pas mal? Ensuite, le film, il y a comme des grands moments avec ses parents sur le toit et tout ça. On oublie qu'il y a plein de moments très calmes, des moments où on est très marqué par la scène d'action, mais il y a des moments où ça se pose, où ça raconte des choses. Et je pense que c'est aussi lié à une génération de rapidité sur les gamins. Ils ont l'habitude de zapper très vite sur les téléphones. Et le film, il laisse jamais le temps de respirer quand c'est dans l'action. Il y a un film dans l'action, il faut vraiment que ça t'embarque. Et là, quand c'est de l'action, t'as pas le temps de te poser, de réfléchir. Et ça permet des fois de passer aussi des petites facilités de scénario.
Ouais, Oui. j'ai envie de rebondir tout de suite sur ce que tu dis, Romuald, parce que je suis d'accord qu'il y a des moments plus posés, mais même dans des scènes où les personnages sont immobiles, cette fois c'est le décor après qui bouge et où c'est les couleurs qui bavent et tout. Et en fait, je trouve que même il y a pas de, il y a pas de noir, il y a pas de. J'ai l'impression que le regard ne se repose jamais. Et ça me donne un petit peu le même sentiment. Alors, ça, vous avez peut-être trouvé la comparaison étrange, mais que la série Bref, tu sais. La série Bref, je pense qu'il y en a qui n'étaient pas capables de regarder parce que c'était tout le temps trop vite, ça parlait hyper vite. Il y avait des tas de scènes qui ça s'enchaînait très vite. Et je m'étais posé la question à l'époque de me dire, alors donc, si on arrive à un montage comme ça, euh, quand est-ce que ça s'arrête en fait, tu vois, pour moi, est-ce que c'est pas une forme de surenchère ultime qui fait que soit on peut pas encore aller plus loin, ça devient même plus intelligible, ou alors on peut pas revenir à quelque chose de plus posé parce que d'ailleurs, Romuald, je me demande si tu n'en es pas un peu l'exemple et j'aimerais ta réponse quand tu nous dis il y a quelques années tu m'as dit non mais moi j'écoute tout, je regarde tout en vitesse 1x5 ou 1,5 voilà, et maintenant c'est que la dernière fois c'était encore pire, c'est-à-dire que tu avais encore accéléré les choses, donc est-ce que c'est ça l'avenir entre guillemets, c'est de regarder des films de 2 heures en 20 minutes? Alors, je vais prendre la main là-dessus avant de laisser répondre peut-être Romuald, mais aussi Hugo, parce que je pense que son avis de professionnel peut être intéressant. En fait, je disais donc avant qu'Hugo disparaisse, j'étais allé voir le film avec mon grand de presque 18 ans, et lui m'a dit que lui, ça le choquait pas parce que justement, c'est une génération qui sont habitués à ce genre de montage très très rapide, mode clip, etc. Et pour lui, c'était tout à fait naturel. Hugo, pour toi, c'est pareil, toi qui es à fond dans tout cet univers. Ouais, nous, tu sais, c'est une discussion qu'on a souvent avec les fabricants de télé. Et une blague dans ce style-là, qui il y a pas très longtemps, dans mon bureau, j'ai une télé sur le trépied, qui est une télé The Frame de chez Samsung, on s'en fout pour la marque, mais en tout cas avec un mode cadre, et surtout qui a un pied qui permet de pivoter la télé. Et elle l'a passé du 9e au 9/16e. Et j'ai mon patron qui vient dans le bureau et dit, mais et puis, tu mets n'importe quoi dans ton bureau, c'est des conneries, à quoi ça sert le 9/16e, quoi. Et je lui dis, mais le seul problème, c'est que tu as 50 piges. Et ce que tu n'as pas compris, c'est que là, nous, malheureusement, la télé linéaire, la télé classique de TF1, elle est malheureusement en train de mourir. On est en train de le voir. Entre guillemets, bah là, vous avez des gamins de 18 ans qui aujourd'hui consomment majoritairement le contenu. Ça nous plaît pas, mais ils le consomment en 9/16e. Je vous parle même pas des contenus réseaux sociaux, ils consomment tout au quotidien en 9/16e. Donc le monde de la télé, la technique est en train d'essayer de s'adapter à ça. Alors dans le même temps, nous, côté professionnel, on a eu la chance d'avoir l'arrivée des consoles next-gen, technologiquement, qui ont dû forcer pas mal de gens à se rééquiper pour avoir des télés qui vont aller dans tous ces sens-là, pour aller cocher toutes les cases et avoir ta Xbox qui dit des petits points verts sur tout, hein, même si personne ne comprend ce que ça veut dire, 4K, LR, VFR, machin, etc. Personne ne comprend tout ça, peu importe. Au moins ta télé a dit elle peut fonctionner. Donc le jeu vidéo, même s'il est maltraité, t'oblige à aller chercher un peu de qualité. Est-ce que le fait qu'on soit sur de l'ultra cut, ultra rapide, ça fait sens? Je pense qu'il faut avoir les moyens techniques de parler aux gens d'aujourd'hui. Et là, malheureusement, on est tous un peu plus vieux. On n'a pas eu l'habitude de voir le cinéma comme ça. Moi, perso, ça m'a fait bizarre, hein. Je te le dis, hein, c'est ce que au moment où j'étais coupé, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que le film était limite épileptique. Mais il faut savoir voir de tout. Je pense que on sait prendre du temps. Il y a des films qui prennent leur temps pour raconter une histoire, qui savent travailler des images. Là, attendons un petit peu, mais on a Nolan qui revient au cinéma avec un film 100% IMAX, dans lequel il a soi-disant fait péter une vraie bombe atomique, selon les rumeurs d'internet. Ah ouais. Ouais, soi-disant sur Oppenheimer, il a dit qu'il a pas utilisé de CGI pour la bombe principale du film. On verra bien, on verra bien, mais je pense qu'il y a des gens qui savent encore faire du cinéma qui prend son temps. Est-ce que demain le futur ce sera de regarder des grands classiques? Est-ce que ce sera de regarder Casablanca en x2,5 pour dire c'est bon, je l'ai vu et je me suis pas fait chier? En effet, tu prends un gamin de moins de 20 ans et tu lui montres ce qu'on appelle un grand classique d'il y a 40-50 ans, c'est fort possible qu'il s'ennuie énormément. C'est fort possible qu'il s'ennuie énormément. Et à l'inverse, alors j'ai envie de te poser une question, Hugo. J'en parlais l'autre jour. C'est aussi un film qui a baissé le framerate volontairement pour donner une apparence d'animation classique, c'est-à-dire que c'est pas hyper fluide. Et alors je sais pas comment formuler cette question, mais je sais que je suis déjà allé chez quelqu'un qui avait un téléviseur qui faisait des morphings entre les frames pour donner un côté un peu plus chewing-gum, un peu plus fluide, que j'ai trouvé détestable. Et j'avais l'impression de lire l'image dans un écran de caméscope en direct, si tu veux.
Et je trouvais ça affreux. C'est quoi ta position, toi, là-dessus? Et du coup, c'est ça qui est assez étrange, c'est que d'un côté, ça donne un film un peu épileptique, enfin, qui pourrait rendre épileptique, on a l'impression, à cause des couleurs, à cause des clignotements. Et d'un autre côté, finalement, des mouvements qui sont assez volontairement saccadés pour donner, Ouais, comme le prochain Tortue Ninja, d'ailleurs, j'ai vu la bande-annonce aussi. exactement, exactement. Mais alors, je vais te répondre pareil en deux parties. Première Mhm. réponse intéressante, globalement, tout le monde a vu le 1, tout le monde a vu après derrière sans s'en rendre compte, en tout cas a lu sur Internet le traitement de Miles dans le 1, Mhm. qui est travaillé justement sur un framerate un peu différent pour montrer que le personnage ne sait pas qui il est en construction, etc. Donc c'est ce côté Miles qui est pas forcément terminé, qui va pas très bien, qui est pas à la bonne vitesse dans le 1 et qui, Ah, au moment c'est où il que descend de Miles, l'immeuble, c'est que Miles dans dans le le film? 1, dans le 1, en fait, si tu regardes ce sentiment de j'ai des problèmes de framerate, dans le Ouais, 1, je parle bien dans le 1, ouais. ça c'est un point de vue artistique qui a été fait par les équipes de Sony, où ils D'accord, ont ouais, fait en sorte que j'imagine. lui, contrairement aux autres, les autres sont animés normalement, et lui, tant qu'il est pas bon, c'est-à-dire même quand il combat, les débuts des combats, etc., il est sur un mauvais framerate, et au moment à la fin, donc la scène mythique où il saute de l'immeuble dans le noir avec Don't Stop Mina, enfin bref, là où il tombe, il passe enfin sur une animation faite exprès. D'accord. Donc ça fait partie des coups de génie où la DA et la technique est au service de l'histoire. Ça, faut le noter aussi. Hein. C'est pour ça que beaucoup de gens parlent d'un film qui a changé la façon de faire de l'animation. C'est que la DA ou les techniques d'animation sont au service de l'histoire. C'est pas juste du coup Ouais. de bluff là-dessus. Et ce que tu es en train de dire là, bah, c'est ce que nous on fait. Alors moi, je travaille pour un ensemble de magasins. On va pas citer, je peux pas pour faire de la pub, mais qui a plutôt tendance à être ultra spécialiste. Nous, on va tendance à répondre aux gens qui aiment le cinéma, qui aiment la série télé, qui aiment les films. Et clairement, les réglages. Alors là, tu me demandes une question technique, je te réponds par rapport à ça. En effet, quand Mhm. tu vas dans un mode un peu cinéma, ou si tu veux respecter l'œuvre du monsieur qui a créé le film, nous, on te conseille plusieurs choses, entre autres de désactiver quasiment tout ce que te propose la télé, entre autres ces trucs-là. Donc très souvent, quand tu vas dans mes magasins ou au téléphone chez moi, on va te donner des réglages. Et les réglages, pour commencer, ça va être, bah, tu vas là-dedans et tu me désactives ça et ça. Aujourd'hui, certaines télés et certains Blu-ray ont un truc qui s'appelle le Film Maker Mode. Donc quand tu le dis très lentement, Film Maker Mode, c'est assez simple. Si tu as une source compatible et que tu as une télé compatible, en fait, les réglages de ta télé vont se changer automatiquement en fonction de ce que le monsieur à la réal ou le chef op a voulu faire. C'est-à-dire D'accord. que si tu regardes ce que peut faire Aidant, et tu regardes sur internet Film Maker Mode, et tu vois les mecs qui en parlent et qui le poussent, c'est des petits réals justement à la Nolan, à la Scorsese, à la machin, parce qu'ils ont un gros problème. C'est qu'aujourd'hui, ils ont du mal à dire regarde à la maison, c'est pas bien, parce que bah, entre le Covid qui a pu se passer, le nombre de contenus acceptables, ils peuvent plus dire il y a que le cinéma qui existe. Scorsese qui sort quasiment tous ses films sur Netflix peut pas te dire qu'il faut absolument au cinéma, donc il n'a pas le choix. Et ben il t'explique si tu veux une expérience à la maison qui tient la route, il y a la possibilité avec les technos actuels d'avoir quelque chose qui ressemble au cinéma. Et donc tu as raison, aujourd'hui, ben, même le framerate, même cette histoire d'avoir on va pas parler de 24 images par seconde, mais à l'origine 24 images par seconde, ça a une justification. Pour la même raison, et ça là on va rentrer un autre truc technique, et après j'arrête sur la technique, ou pour le produit rigolo de chez Apple, le Vision Pro qui est sorti, enfin qui a été annoncé cette semaine, il parle d'un rafraîchissement de l'image à 96 Hz, Ok. contrairement aux 100 Hz dont on parle souvent. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rester dans du 96 Hz? Bah, une fois que je vous ai parlé du 24 images par seconde qui est le taux du cinéma, ils ont voulu rester, parce que c'est leur vision aussi de respecter un univers cinéma, ils ont voulu rester sur un rafraîchissement qui est donc 4 fois la vitesse du cinéma, c'est-à-dire que potentiellement, ils ont déjà pensé leur casque, leur masque, leur je sais pas comment on l'appelle ce truc-là, là, pour étant respectueux d'un affichage cinéma. Donc en effet, quand tu aimes le cinéma, même si tu fais du 2.5 pour aller plus vite, pour tout écouter plus vite, si tu veux le regarder dans les bonnes conditions, techniquement aujourd'hui c'est possible et le framerate dont tu parlais, ouais, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Je reprends la main avant qu'on passe à la partie spoiler. Et du coup, ma question, enfin, c'est d'abord ma réaction, et du coup, ça va être une question pour vous. C'est, on n'a jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi fin, d'aussi bien animé de toute l'existence. Enfin, je veux dire, là, on est arrivé à un palier. Alors, comme tu dis, il y a une baisse de framerate, c'est un petit peu ce qui avait été fait dans le film Lego, où il y avait cette impression d'animation justement pour donner une fluidité. Et puis là, dans le film Lego, c'était encore autre chose parce que il voulait donner une sorte de motion capture, de stop motion, pardon, Ouais. Mm. au film. Et là, on arrive là sur des choses où chaque scène a son propre style pratiquement pour dire quelque chose.
Et tu le disais tout à l'heure, même sur les scènes fixes, on a les couleurs qui bougent. Oh là On a là. l'impression d'être sur une pastel, un tableau qui est en train d'être dessiné au passage. Romuald, toi, tu trouvé ça comment, toi qui es habitué à 50 ans de comics? Ouais, je trouve ça sublime. En plus, ils ont rajouté l'effet pointillé qu'il y avait dans les vieux comics sur les ombrés des personnages. J'ai passé le film à regarder les différences de plans parce qu'effectivement, ils font du flou à l'arrière-plan. Il y a un travail pour mettre en valeur les personnages. Effectivement, Miles, quand il est Miles, c'est saccadé. Puis quand il devient Spider-Man, c'est fluide. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une réflexion technique permanente. Et ce qui fait qu'aussi, moi, je trouve que ça permet de se concentrer sur l'action parce qu'ils montrent ce qu'ils veulent te montrer. Tu comprends de quel univers vient chaque personnage par son animation. Donc il y a une forme narrative. Gwen, il y a des moments où la couleur sert à exprimer les émotions du personnage. Il y a des moments avec son père où la couleur de la scène, l'usage du pastel, te fait comprendre ce qu'elle ressentent sans devoir souligner. Donc c'est un film qui fait, pour moi aussi, c'est un film qui fait appel à ton intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te sous-titrer ce qui est en train de se passer, montrer plutôt que dire. Et c'est un film qui montre plutôt que dire. Et ça fait du bien. Et en plus, bon, bah, effectivement, visuellement, c'est extraordinaire sur tous les plans, quoi. Greg, toi, au niveau des couleurs, surtout par rapport à ta dernière BD qui était très colorée. Ah, c'est gentil. Ben moi, en fait, on a un film d'artiste, en fait. Ça se voit. On ressent, si tu veux, le rapport. Et j'ai vu des artistes sur Twitter qui disaient comment ils avaient travaillé sur le film et quel plan clé, même pas les plans, mais les frames, en fait, ils avaient peint à la main pour que ça donne le. Je sais pas, honnêtement, j'étais en train de chercher, je ne sais pas comment techniquement ça a été fait, mais il semblerait effectivement qu'il y ait un côté tout de même frame by frame, au moins sur les peintures, sur les couleurs. Quand on dit que ça clignote, c'est parce qu'on sent bien comme si chaque plan avait été peint à la main. Maintenant, ouais, alors j'en parlerai peut-être dans la partie spoiler. Il y a quand même des choix artistiques qui m'ont paru un peu étranges, notamment par rapport à l'apparition de certains personnages dans le film. Mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Mais pour moi, c'est un film incroyable. Le petit bémol que je le ressens pas parce que je connais tout Spider-Man, mais constamment pendant le film, j'étais obligé de rappeler à mes enfants, à mon épouse, elles sont passées, on va dire, mais qui était quel Spider-Man, dans quoi ils l'avaient déjà vu. Donc, je n'irai pas voilà, jusqu'à dire que c'est le meilleur Spider-Man parce que pour moi, ce film ne peut pas se passer des autres Spider-Man. Voilà. Il peut pas s'en passer dans le sens où tout ce à quoi il fait appel, un peu comme on parlait de Lego Batman aussi, Lego Batman, il fait tellement référence à tous les Batman existants que c'est un film choral pour moi. C'est un film qui fait référence à tout. Donc je dirais pas que c'est le meilleur parce qu'il peut pas, c'est l'apothéose de la série, on va dire, sans doute. Mais voilà, tout est ça les revalorise tous, mais du coup, la crainte que j'ai, c'est comment on revient à un film plus simple après. Une fois qu'on a fait tous les multivers partout, comment on refait un film de super-héros qui n'a pas déjà tout dit, en fait. Voilà. Alors, je rebondis ce que tu dis, ce qui fait un petit peu guise de conclusion pour toi pour cette première partie et qui sera un petit peu aussi ma conclusion à moi. C'est vrai que là, on retrouve ce que j'avais déjà évoqué dans des émissions précédentes du Café Multivers, notamment sur les films du MCU. On se dit, comment est-ce qu'on peut faire encore un film de super-héros aujourd'hui sans faire référence à d'autres films, sans avoir d'autres super-héros qui viennent porter secours, on va dire plutôt à l'intrigue presque, plutôt que vraiment à tout ça. On a l'impression que c'est fini maintenant. On ne pourra plus jamais faire un Spider-Man tout seul, un Batman tout seul, un Superman tout seul. Il va falloir absolument, à un moment donné, amener les copains ou une partie de l'univers. Sinon, on va vous dire, mais ça, on se connaît déjà, on veut aller plus loin, on veut quelque chose, on veut vibrer, on veut l'univers, on nous en a mis tellement plein les yeux avec ces Spider-Verse, avec le Endgame, avec ce qu'on a déjà pu un petit peu apercevoir dans le MCU, que ça me paraît difficile de revenir en arrière et de te proposer des choses un peu plus terre à terre, un peu plus, un peu plus film d'auteur, j'ai envie de dire. Hugo, ton avis là-dessus?
Alors juste moi, je voulais parler sur la partie Gwen Stacy aussi, Ouais. qui a plu à tout le monde, et je vous ai dit dans les 20 minutes que j'ai pu voir l'année dernière. Ça faisait partie des morceaux de film qui étaient terminés. Donc quand vous regardez une bande-annonce, enfin quand vous voyez 20 minutes de film aussitôt dans la partie du film, vous avez des trucs pas finis. Et c'est vrai que l'univers du père de Gwen Stacy était déjà à l'époque. Et c'est vrai que j'avais prévenu tout le monde, donc j'étais déjà prêt à me prendre une claque auparavant. Et je reconfirme comme tout le monde que le monde de Gwen Stacy est juste complètement fou visuellement. En effet, le travail sur les couleurs, les pastels, les petits détails, les machins, etc. J'ai cherché, et c'est peut-être Romuald qui pourra me le dire, mais j'avais l'impression d'avoir du Sienkiewicz, j'avais l'impression de voir je sais pas qui je voyais dans cette façon de faire, mais c'est à l'époque déjà la sensation que j'avais eue. Et voilà, je me dis quel travail, quel clin d'œil, et d'avoir des clins d'œil faits sur une patte d'un artiste. Pour moi, je trouve ça tellement beau de se dire on va toucher le patte d'un artiste pour te raconter quelque chose en plus. C'était merveilleux. Sur le too much, bah, tu l'as dit, on n'est pas dans le spoil encore, mais est-ce qu'on n'aurait pas là affaire au endgame de Spider-Man? C'est-à-dire qu'en effet, on fait bien tout le monde sans arriver dans le spoil, mais on va bientôt y arriver. Ou en effet, bah, il faut. Bah, on est dans le fun, pas le spoil. Bref. Pas encore. Ou en effet, il y a beaucoup de choses. Mais regarde, j'ai envie de te dire à l'inverse, je sais plus si c'est Greg qui avait dit au rumeur qui était passé à travers Miles. Sony a eu l'ambition de faire un film d'animation en prenant Miles Morales qui n'était pas Peter Parker, qui n'était pas le Spider-Man le plus connu, et ils se sont dit let's go, on va quand même faire un film en mettant un peu d'ambition là-dessus. Donc je pense qu'il est possible de le faire, puisque en plus dans le 1, contrairement aux deux, dans le 1, ils ont fait appel à d'autres Spider-Man, mais uniquement des Spider-Man venant des comics. En fait, il n'y avait pas de croisement de franchise, pas trop de croisement de franchise, sauf faire de ma part, je n'avais pas vu, à part en comics de Spider-Man noir, qui existait en autre chose qu'un plateforme comics auparavant. Donc, il est possible encore d'aller chercher des histoires. Là, ils ont décidé de faire une suite où il se passe d'autres choses. Mais le premier, le Into the Spider-Verse, ça restait une nouvelle proposition. Donc, je suis pas complètement abattu. Je pense que c'est possible. Je pense que le MCU a du mal. Je pense que depuis Endgame, en effet, les seuls trucs qui ont fonctionné, c'est le multiverse. Donc, mais j'ai envie de vous dire, sauf, et on va pas faire de spoil, mais sauf Gardien de la Galaxie, regardez, le 3, c'est le moment où il n'y a pas de multiverse, et au final, on arrive à raconter une histoire qui est pas catastrophique et qui est pas le seul truc qui marche en multiverse. Aujourd'hui, le Spider-Man, le dernier Spider-Man, hein, pas le Miles, vous avez bien quelque chose où la seule raison pour laquelle ça a cartonné autant et ça a affolé les compteurs, c'est parce que là, on peut parler de spoil, c'est bon, ça fait 1 an ou 2 qu'il est sorti, c'est que vous aviez les 3 Spider-Man en physique qui étaient présents dans le film. Bon, même donc c'est vrai qu'après Endgame, j'ai l'impression que le multivers c'est la seule solution, mais pas que, parce que Gardien de la Galaxie, parce que là, Into the Spider-Verse, hein, je dis pas Cross, je parle bien d'Into, qui certes a maintenant 5 ans, mais ils ont proposé une autre façon de raconter une histoire et qui se tenait entièrement. Donc je pense que c'est pas mort, il faut en parler, on en parlait avant le début de l'émission. C'est Romuald qui disait ça, tant qu'on trouve des gens qui aiment ce qu'ils racontent et qui racontent des belles histoires, je pense qu'on a de la place. Je pense pas qu'on soit coincé. Maintenant, là où on peut être coincé, c'est les studios. C'est que les studios vont te dire, il faut absolument en mettre plein parce que c'est le seul moyen de faire des milliards. Là, malheureusement, le gros problème, voilà. La démonstration de ce que tu dis, c'est le film Flash qui arrive, d'après moi. C'est que on n'a pas réussi vraiment à faire de la Ligue de Justice, à faire des tas de films et tout. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire direct le Flash, les potards à fond, avec plusieurs versions de lui-même. Et le Batman, on va aller rechercher les Batman et à dire qu'ils sont tous canons et tout ça. Et donc, on tombe dans la même recette. Dans le multiverse. Romuald, ta conclusion? Alors moi je dirais que faites déjà un bon film, on s'occupera de ce qu'on fera après. Voilà. C'est-à-dire que c'est le problème actuellement des comics. C'est ce qui fait la beauté des comics, c'est la continuité, et ce qui tue le comics, c'est la continuité. Et de temps en temps, il y a un mec qui se lève et qui va te raconter une histoire et qui va faire appel à la continuité, mais si tu comprends pas, c'est pas forcément grave parce qu'il raconte d'abord une histoire avec des persos. Là, ce qu'on a oublié de dire peut-être depuis le début, c'est qu'il y a des personnages, il y a des gens, tu les sens, tu sais ce qu'ils pensent, tu sais comment ils réagissent. Il y a une impression d'épaisseur, il y a une impression de vécu. On a l'impression de les connaître depuis longtemps. Et il y a plein de films, en fait, c'est creux. C'est-à-dire que c'est des coquilles vides, mais en plus, il n'y a pas de trame. Tu as une trame, tu as des personnages, tu as un aspect visuel. Écoute, s'ils défoncent tout l'univers Spider-Man, je préfère ça que me retaper un Venom 3. Voilà.
Et il y a Anne-Claire dans les commentaires qui nous dit, un petit peu en conclusion de cette première partie, le cinéma et entre parenthèses la littérature a tendance à vouloir tout expliquer alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Et depuis Endgame, on a une telle surenchère de personnages qu'on n'a pas le temps de tout développer. Et là, je trouve qu'on reste un peu sur notre fin par rapport à certains personnages. Euh, Je- je- Vas-y, Ouais, Greg. vas-y. Je connais le ressenti d'Elkar, je le partage pas, et c'est vrai que je partage plus le ressenti de Romuald. Il a raison. Mhm. On a des vrais personnages avec lesquels on est très en empathie. Donc je citais Miles et je citais Gwen tout à l'heure, alors que c'était pas gagné d'avance pour moi. Au point que le Peter qu'on a connu dans le premier film, il est très anecdotique. C'est vraiment presque un comic relief. Là, c'est plus un mentor. Et pour moi, c'est avant tout la grande réussite du film, et j'ai très hâte de voir la suite pour voir ce qu'ils deviennent. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est pas Anne-Claire partageait pas cet avis. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu allais Moi, je vous rejoins exactement là-dessus. Tout est très bien fait. On s'attache énormément à Miles Morales, à Gwen Stacy également. Et je voudrais justement dire que par rapport à l'émission qu'on a pu faire justement la semaine dernière sur La Petite Sirène, à ce sujet-là, où on a abordé où on n'a pas pu faire l'économie de ce sujet parce que forcément ça fait polémique, où on a parlé de représentativité, d'inclusion, etc. Bah là, c'est réussi parce que Miles Morales est Miles Morales. Miles Morales n'est pas Peter Parker. C'est pas une autre version de Peter Parker. C'est pas une réinterprétation de Peter Parker. Il est Miles Morales. Et c'est pour ça que voilà, ce personnage est fort parce qu'il est différent, parce qu'il a son propre vécu et il essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Et sans transition, Bravo. on passe à la partie spoiler. Donc, comme tu le disais, Greg, tout l'univers des Spider-Man est désormais canon. Voilà. Je sais Oui, même plus. bon, c'était pas une nouveauté. Ouais. Alors, je rentre un peu dans le dur pour moi. Tout l'univers des Spider-Man est canon dans sa forme dans laquelle on l'a vu. Et ça me pose un problème de continuité parce que donc dans ce film, on voit des scènes des films Spider-Man incarnés par les acteurs. Alors que dans le premier, il y avait une référence avec le Spider-Man 3 où on voyait un Spider-Man en costume qui dansait et donc ça suffisait et on comprenait que on regardait du dessin animé qui pouvait faire référence à du film. Et là, ils ont pris un parti. C'est les trois Spider-Man filmés sont bien filmés, ils existent en film, et tous les autres Spider-Man sont des personnages de dessin animé, et il y en a un qui est en Lego, et ça, moi, ça m'a fait très bizarre. J'aurais préféré, à la limite, qu'ils réinterprètent les scènes et qu'ils les remettent en animation, parce que du coup, on se dit, donc dans l'univers canon du MCU, il y a une partie qui est en dessin animé. Et donc, s'ils se croisent, les autres seront en dessin animé. Un peu comme si tout ce qu'ils ont démontré dans la série animée là, du MCU, pardon, je cherche. Motif. What If, voilà. Un peu comme si donc toute cette partie de l'univers de MCU était vraiment dans l'univers des dessins animés, quoi. Moi, je trouve ça un peu étrange et un peu gadget. Et donc de Romuald, voir un tu hoches la personnage tête. en acteur. Ouais, vas-y, dis-moi. Vas-y. Romuald. Ah oui, je pense. Ouais, en fait, j'avais pas réfléchi, mais oui. C'est-à-dire que quand enfin, c'est le problème aussi de rendre canon le comics et tout. C'est-à-dire que tu as l'impression que. Alors, sachant qu'il y a un film Miles Morales en live qui arrive. D'accord. Donc, ça veut dire, est-ce que le personnage de dessin animé, quand il passe dans un univers filmé, il devient filmé? Et ça veut dire, est-ce que quand on va intégrer un personnage du film, si on le met dans le dessin animé, dans l'univers de Miles, est-ce qu'il devient animé? Ben C'est ça non, la parce question qu'on n'a pas que résolue. si, parce que regarde, Ouais, non, j'en sais rien. à un moment donné, il parle à l'oncle de Miles, mais dans sa version film du MCU, et il est bien joué par un acteur dans le monde du dessin Par animé. Donald Glover, effectivement. Oui. Tu vois? Ouais. Oui, mais ils sont dans la partie univers commun. D'accord, Ouais, dans c'est le Et vrai. là, hub. c'est le problème de. Ouais, Là, c'est le ouais, problème. Quelles règles s'appliquent dans la zone neutre? Ok. Est-ce que parce que dans la zone neutre, chacun vient comme il est, ce qui fait qu'il est stable, alors que dans le premier, on voyait bien que quand tu viens de l'autre dimension, tu es instable. Ouais. Alors, C'est ça. Et on a déjà eu des films, quand on tu a le passes cas l'univers, voilà, dans le Doctor Strange, où en fait, quand Doctor ouais. Strange va de dimension en dimension, son changement s'applique à enfin, aux caractéristiques de cette dimension. Si c'est une dimension en 2D, il devient en 2D, etc., quoi, en fait. Ouais.
Hugo, toi, du coup, il y a des choses à dire sur la partie spoiler qui t'ont marqué? Sur la partie spoiler, non, je vais rebondir sur ce qu'a dit Greg, puisque, et ça fait partie du spoil du Beyond, où on va voir ce qui se passe, et des quelques petites informations que notre ami Toby a commencé à faire filtrer sur le réseau. Tu parles dont on voit les trois. Non, je veux te dire qu'on en voit deux. On voit deux scènes, dont les scènes de mort de l'oncle Ben, et on ne voit quasiment rien, voire rien du tout avec le Spider-Man actuel. Ce qui, par rapport à ce que vous avez dit, et là j'ai peur de la réal qu'ils vont pouvoir nous faire derrière, qui ne veut pas nous dire qu'il pourrait se passer quelque chose d'assez fou dans Beyond The Spider-Verse avec un petit coup de main de l'ami Toby qui pourrait être peut-être un des héros de la fin du 3 pour venir sauver tout le monde à la fin, puisqu'en fait lui n'a pas Tu été veux vraiment dire Tom vraiment Holland, vraiment en présenté, fait? contrairement Tom Holland exactement, Ouais. puisqu'on a vu les deux premières c'est pas trilogie, mais on a vu le Amazing, on a vu le Sam Raimi, on a vu des morceaux de films, mais on n'a rien vu sur le Ah, il me semble que Peter oui, Parker moi. On a juste actuel. vu, comme le disait Greg, on a juste vu Donald Glover, en fait, qui joue Ouais, l'oncle On voit un peu Tom exactement. Holland aussi. Ouais, Ouais. Oui, il y a Tom Holland aussi. Pour Ah, toi, vous l'avez vu, tu vous? vois Tom Holland vraiment? ouais, je on le crois. voit un petit peu. Ah, moi, Ouais. Mais après, alors c'est le c'est problème de que moi, contrat, je il crois, m'a avec pas Marvel. trop Hein. posé. C'est que Marvel Ah défend oui. son Spider-Man, et là, on a un problème entre Marvel et Sony. Et que là, c'est des vrais problèmes de contrat et de droit à l'image, de présence. En fait, Sony essaie de rentrer dans l'univers Marvel et Marvel lui dit non, on te prend, mais nous, Ouais. tu rentres pas. C'était le problème qu'il y avait avec la scène post-générique de Venom et tout ça. On nous a fait croire que ça pénétrait l'univers de Land. Et en fait, Marvel a dit ah non, 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 vous restez chez vous. Mais on prend quand même Hmm. une goutte de Venom au cas où on en aurait besoin d'ici 10 ans, quoi. Voilà. Ouais, au moins là. Mais non, sur les intros, sur le spoiler, sur le spoiler, après, on l'a dit, bienvenue sur les quelques mois d'attente avant d'avoir la suite de l'histoire et le retour de tous les héros du 1, quoi. Enfin, tous ceux Mais qu'on a pu voir dans. ouais, mais puisqu'on parle spoil, la scène Vas-y. finale, parce que moi, je ne savais pas qu'il y avait un troisième film Mhm. et j'ai pas vu le temps passer. C'est-à-dire que quand c'est arrivé à la fin, que j'ai vu Gwen revenir avec l'équipe du premier, Mhm. moi, je t'avoue que je suis resté parce que je l'ai pas vu arriver. J'ai pas vu arriver l'effet 42. Je l'ai pas vu arriver. Ouais, Quand j'ai commencé à comprendre, ils t'ont balancé. C'est-à-dire que le film, il est quand même hyper écrit, hyper intelligent. ouais. Spider-Man 2099, Miguel, je voyais pas comment il intervenait. Il a été très utilisé avec le fait qu'il a quand même détruit un univers entier avant. Donc, il y a quand même des choses. Il y a une dramaturgie dans le film. Ouais. Et dans les gens qui m'ont énervé, justement, ils disaient oui, mais on a tué l'oncle, tué son père, il n'y a pas besoin d'une scène d'origine. Mais oui, mais l'idée, c'est pas tuer son père, on tue le capitaine de police, tu vois. Ouais. Et là, Il y a quand même le film. Il a revu le premier, le numéro 42, je sais pas si c'était prévu depuis le départ. Le film est quand même très intelligent. Il reboot des choses discrètement, il met en place d'autres choses. Et c'est quand même un film, on n'a pas vu un film de super-héros écrit autant, avec autant de trames, d'intrigues, de rebondissements. Et la scène finale où ils sont tous sur le haut, toute la bande, Arrête, j'ai des et frissons. qui t'envoie la suite. Ah, moi j'ai hurlé, j'ai dit non. Et j'ai pas vu passer deux heures. Non, non, c'est vrai que C'est tout ce que je veux au cette cinéma. scène, quand tu commences à comprendre qu'il n'est pas dans le bon univers, déjà quand sa mère tic de Spider-Man, de quoi tu me parles? Là, tu te dis, oula, il y a un problème. déjà, Et là, tu vois les c'était deux bizarre. chambres, Ouais. tu dis, ah mon Dieu, oh mon Dieu. Ah bah, Et c'est assez terrible. là, tu parlais de la couleur tout à l'heure, Romuald. Moi, j'ai trouvé ça brillant parce qu'en fait, il remet son hoodie avec sa doudoune. Là, elles ont pas la bonne couleur. Hein. C'est capuche verte et hoodie. Les yeux de la mère aussi. Ouais, et là je me suis dit tiens mais il y a un truc qui est un peu off, tu vois, et je me suis dit est-ce qu'ils ont modifié le continuum espace-temps, j'ai pas tout de suite compris. Et puis après en fait il y a un moment donné un petit déclic comme ça effectivement où elle te dit ah mais t'as changé tes cheveux, t'as pas mis tes tresses et tout. Et en fait il y avait des tout petits indices comme ça, et puis d'un seul coup le moment où tu captes, mais le moment où tu captes, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que tu captes pas encore ce que ça veut dire. Et parce que d'abord, il y a l'oncle qui revient. Tu fais l'oncle n'est pas mort. Donc l'oncle, il va retrouver son oncle et ce sera son ennemi juré, tu vois. Et en fait, il y a une gradation comme ça. Et puis quand tu comprends, effectivement, quand il y a le reveal final avec l'autre Miles, et quelque part.
Et ce qui est fou, en fait, c'est que ça remet tout le propos du film depuis le début, c'est-à-dire pourquoi il y a Miguel qui lui court autant après et qui lui dit qu'il est une erreur et tout. Ben, l'erreur, c'est qu'il n'est pas censé être un gentil, il est censé être un super vilain. Et ça, c'est fou. Enfin, c'est complètement dingue. Et comme tu dis, hein, moi, je trouve que c'est la beauté du film, hein, la dramaturgie, le côté presque, enfin, où on leur annonce à tous qu'il faut qu'ils fassent. Alors, des fois, ça devient une blague parce qu'il y a celui qui va voir le Spider Psy et qui lui dit oui, votre oncle est mort, c'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Hein, racontez-moi tout. Et ça devient par moment une blague et en fait, ça devient le drame quand tu t'aperçois que celui qui ne l'a pas encore vécu, il est obligé d'en passer par là. Et effectivement, lui, Miles Morales, c'est pas Peter Parker, donc il s'agirait que pour lui ça se passe pas pareil. Et en parallèle de ça, Gwen qui dit à qui il n'arrive pas la même chose pour une autre raison, c'est-à-dire que il dit j'ai démissionné, et là tu fais mais oui, mais du coup la malédiction est levée. Et donc c'est ça qu'implique la suite. Enfin moi j'étais complètement acquis à la cause du film, acquis au personnage, et avec ça a l'air d'être le pire qui puisse arriver, et en même temps tu te dis non, il reste un espoir, donc j'irai le voir dans la suite. Sachant qu'en plus, ce qui peut faire peur dans la malédiction du capitaine, si on écoute Miguel, c'est que potentiellement son père, en arrêtant d'être promu capitaine, en sortant de la police, est-ce que c'est pas un événement qui peut déclencher la fin de cet univers-là, puisque c'est ce qui peut potentiellement se passer. C'est ce qui se passe à Mumbai, hein, à Mumbai Latam, là, dans le Spider-Man indien, c'est que le fait qu'on sauve une personne qui devait mourir, et là, le père de Gwen Stacy devait mourir, puisqu'il devait passer capitaine et devait ensuite mourir. Ça, c'est le petit clin d'œil au vrai Captain Stacy, qui est vraiment mort, du coup, hein, voilà. Et on se dit que c'est probablement cet univers qu'on a tous trouvé magnifique, très très bien réalisé. C'est pas impossible que dans le 3, il commence par être en train d'être détruit. Puisque là, on a perdu un événement canon, c'est-à-dire la future mort du père de Gwen Stacy qui peut arriver. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie de tous les enjeux, parce qu'il y a des enjeux sur quasiment chaque terre. Et ça, c'est complètement fou, quoi. Le 3 va être dur à encaisser. Je vous annonce qu'on est en train de se faire disputer en commentaire. Hein. Ah bon? Ouais. Tu nous diras ça après. Moi, du coup, j'avais une théorie par rapport à ça, c'est qu'en fait, je crois que Gwen Stacy, ce qui se passe, c'est qu'elle a juste brisé la malédiction et que son univers est pas en danger parce que justement, la malédiction, c'était de ne pas vouloir, enfin, de cacher les choses à ses proches. En voulant les protéger, finalement, ça les mettait en danger d'une autre façon. Et du coup, comme elle se révèle à son père, elle le sauve. Et c'est ça, à mon avis, finalement, que Miguel ne comprend pas et qu'il essaie de faire. Et je pense que c'est de cette façon-là, en fait, qu'ils finiront par briser la malédiction, sauver les univers qui peuvent être sauvés, hein, en définitive. Et donc tu disais, Greg, et Gwen endosse son rôle de mentor pour le prochain film. Elle va devenir celle qui va lui tenter de le retrouver pour lui expliquer tout ça, sans doute. Anne-Claire dit, elle dit mais non, mais je ne vous dispute pas. En fait, et du coup, elle dit l'attache, c'est un personnage anecdotique. Romuald. Non mais on a oublié un autre point qui n'était pas spoiler, mais on a pris quand même. Alors, Sonic a mis le point fort avec leur prochain film en prenant un catcheur qui est dans 3 épisodes de Spider-Man. Mais prendre la tâche pour en faire un des grands méchants du film, ça prouve bien qu'il n'y a pas besoin de prendre un méchant iconique pour en faire un bon méchant, quoi. Il est pathétique au départ, et là, sur la fin, il devient effrayant. C'est-à-dire que c'est... Je leur fais le crédit de l'écriture de la suite. Mais là, ils ont des potentialités. Parce qu'on n'a pas résolu le problème de la tâche, on n'a pas résolu le problème de l'écrasement des multiverses, on n'a pas résolu le problème de Miguel, on n'a pas résolu le problème de ce qui a été annulé dans certains univers. Et heureusement qu'ils ont 2h30 pour finir, parce qu'on nous dit, oui, ils vont faire quoi pendant 2h30 ? Mais enfin, les gars, il n'y a rien de résolu dans le film, là. On a remis des couches sur des couches sur des couches de problèmes. Et voilà. Et la tâche, m'a fait aimer la tâche, c'est un miracle. Enfin, et surtout, c'est très bien animé et les pouvoirs de la tâche sont extraordinairement bien, vraiment extrêmement très bien utilisés. Je vais pas y arriver. Donc c'est un miracle. Enfin, tu dis, je vais faire un film sur la tâche, qui signe ça, quoi ? C'est une très grande réussite du film pour moi, la tâche, parce qu'effectivement, il démarre. Ça a l'air d'être le personnage un peu nul au début, qui en plus essaye juste de voler de l'argent dans un distributeur de billets.
et puis en gros, tout ce qui l'empêche, c'est que Miles soit à l'heure à son conseil de parents-prof, D'orientation, ouais. dans ce conseil d'orientation. Vraiment, ça démarre comme un personnage nul. Et puis en fait, ils nous font une vraie origin story du personnage, même s'il est déjà transformé C'est ça. au début du film. On est comment il devient un super vilain. Et puis en plus, là, j'arrive pas à faire l'analyse psychologique du personnage, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est pas le personnage des trous dans le scénario, le personnage des trous dans la réalité? Comment tu rebouches ça, quoi? C'est le Galactus du Spider-Verse. Hein. Ouais. C'est ça, il peut manger les mondes. Non, mais tu parlais tout à l'heure, Romuald, d'une belle écriture, d'une intelligence dans l'écriture. C'est vrai que là, c'est assez fou de se dire. Ils nous ont fait des petites annonces en disant regardez, voilà, il va y avoir un méchant rigolo dans le film. Tout le monde est arrivé pour voir un méchant rigolo. Ils te l'introduisent comme un méchant rigolo et tu te dis bon, bah, c'est qui le vrai méchant? À quel moment je vais avoir quelque chose? C'est quoi le gros sujet? Et en fait, on finit par se rendre compte que, ben non, quand tu sais écrire correctement un film, quand tu sais écrire un scénario, que tu sais donner de l'épaisseur à un personnage, à la fin, tu te retrouves avec n'importe qui peut avoir du poids. Et c'est magnifiquement bien amené. Et du coup, ils arrivent à faire un film où on est surpris. Voilà. Surtout que dans le premier, t'avais plein de gros méchants. Hein. Et du Dans coup. le premier, t'avais plein de personnages, et là, t'en as qu'un. Je me coupe, fini. Vas-y. Et je disais, du coup, c'est ma dernière question qui sera un petit peu en guise de conclusion de cette émission avant qu'on passe aux recommandations de la semaine. On n'aurait jamais pu faire un film pareil en prise de vue réelle. Ça me paraît hyper compliqué là. Qui veut prendre la parole en premier? Hugo? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans le 1, c'est déjà le cas, dans celui-ci, enfin, dans Into, c'était déjà le cas, puisqu'on en a parlé sur le framerate de Miles. Dans le 2, c'est tout aussi vrai. Là où j'ai pris vraiment mon pied, qu'on aime ou pas le cinéma, c'est que la technique d'animation, les techniques de réalisation sont vraiment au service de l'histoire. Et souvent, on l'a dit dans le cinéma, de dire, tiens, on a amené ça, on a amené tel techno, on a amené des VFX, on a amené du son sur un, on a amené de la 3D, quand Cameron est venu nous faire remettre un coup de 3D pour Avatar, etc. Et là, cette fois-ci, on a des gens qui aiment véritablement l'animation dans sa globalité. On a des gens qui sont passionnés de ça. On a des gens qui adorent le personnage et le monde de Spider-Man et ils ont mis les deux ensemble pour raconter une histoire. Et ça, je trouve ça complètement fou. C'est qu'en effet, dans le monde réel, on n'aurait pas pu raconter des histoires où la façon de filmer t'aurait autant apporté au personnage. C'est possible de le faire, hein, mais ça aurait été que du maquillage, que du fond vert, que du machin, etc. Là, on a vraiment touché tout ça. Et c'est la même chose quand un grand réalisateur te dit bah, je veux absolument tourner sur de la pellicule pour avoir un effet grain, pour avoir un effet quelque chose comme ça. Globalement, dans le grand public, en un coup d'œil, c'est difficile de s'en rendre compte. Quand Nolan te dit qu'il a tourné justement Oppenheimer tout en 24 images par seconde sur de la pellicule classique et qu'il veut diffuser en IMAX, ok, tu vas pas t'en rendre compte tant que ça. Là, visuellement, chaque image raconte une histoire et je trouve ça fou. Donc non, pas possible, pour moi, pas possible dans le monde réel. Romuald? Ouais, non, c'est sûr qu'on peut pas. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est que quand tu prends un médium, c'est d'exploiter ce que te permet de faire le médium. Donc là, l'animation permet de donner un délire visuel, et ils le font. Après, Cameron a prouvé aussi qu'on peut développer des technologies pour des films, mais quel intérêt de le faire en live? En live, tu dois faire autre chose. Et voilà, là, c'est utiliser l'image dessinée dans sa plénitude. Et les gars, ils adorent ça, ils l'exploitent, quoi. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir de l'animation, c'est bien d'avoir du comics. T'as des comics où la narration passe par le montage des cases, des pages que faisait Alan Moore. Laissons chaque médium à sa place, mais exploitez-le à fond, quoi. C'est ce qu'ils ont fait. Attention Pierre, je vais te faire une conclusion de la trilogie Petite Sirène, Senseiya, Spider-Verse. Vas-y. Les 3 dernières émissions. Je pense que l'animation faite comme ça était le médium approprié pour ce film et qu'il n'y en a probablement pas d'autre. Là où ils ont démontré dans 2 autres films qu'ils ont voulu tourner en prise de vue réelle que c'était pas fait pour ça. Senseiya n'aurait pas dû être pris être fait en prise de vue réelle parce que ça ne marche pas. La Petite Sirène, probablement pas non plus pour tout ce que j'ai expliqué dans l'émission. Et je vous propose d'aller les réécouter ou les revoir. Là, le seul défaut, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est pas un film d'animation. C'est un très bon film qui est fait en animation parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et l'animation permet
ce film incroyable. De la même manière que les Pixar permettent des choses géniales que je ne voudrais surtout pas voir en prise de vue réelle avec des vrais enfants et des jouets. S'il vous plaît. Voilà, donc j'aimerais bien qu'on arrête de catégoriser et de dire, si imaginons qu'il ait un Oscar l'année prochaine pour dire le meilleur film d'animation, moi j'aimerais bien qu'il puisse avoir le meilleur film tout court. Voilà. Tout court. Ce serait tellement beau. J'ai rien à rajouter, hein, malheureusement ou heureusement par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez tout dit. Je dirais juste que ce dont on a déjà parlé dans les 2 émissions précédentes, effectivement, chaque médium permet des choses et quand on essaie en fait de calquer en prise de vue réelle ce qui a été fait en animation, ça marche pas. Et voilà, là en animation, on peut se permettre des choses qui sont totalement délirantes. Et voilà. Et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette émission et que vous n'avez toujours pas vu le film, courez le voir, surtout au cinéma, parce que là, il y a de quoi en prendre vraiment plein les yeux. Et sans transition, on passe aux recommandations de la semaine. Voilà. Hugo, honneur à toi qui est le nouvel arrivant dans cette émission. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Et qui en plus n'avait pas beaucoup de temps parce qu'il faut vraiment que je décolle. Dans le merveilleux monde des comics, on a découvert cette fois-ci un grand méchant ou un grand gentil, on verra bien à la fin du Beyond, qui est Miguel O'Hara. Et nos amis chez Panini ont été assez malins. On parlait de reboot, au niveau du comics, mais nos amis de chez Panini ont été assez malins. Ils ont sorti cette semaine un gros pavé. Un gros pavé, il y a des tonnes partout, mais ils ont sorti un truc énorme, gigantesque, qui est donc l'omnibus de Spider-Man 2099. J'ai pas besoin de reparler trop de ce qu'est Spider-Man 2099. Ceux qui verront le film auront des petites choses. Voilà, on va retrouver un univers très 80s, très 90s, pardon, puisque on est au courant des années 90 pour que nos amis de chez Marvel se demandent ce qu'on peut faire là-dessus. Des histoires assez sympas à raconter, puisque Peter David fait partie des mecs qui ont beaucoup écrit pour Spider-Man. Et si on met des arrêts sur image des 2 premiers films, il y a peut-être 50% des idées qui vont peut-être venir de lui. Il y a une bonne moitié qui viennent de Stan Lee et l'autre qui viennent de Peter David, qui a été l'un des écrivains les plus prolifiques autour de l'araignée. Donc voilà, pour découvrir cette façon de faire, pour découvrir une façon de raconter des histoires, pour comprendre aussi un petit peu des choses dans l'univers 2089, parce qu'il n'y a pas que Spider-Man qui était dans l'univers 2089, il y a plusieurs persos, dont du Punisher, enfin plein d'autres persos. C'est difficile de dire que c'est la lecture de la semaine, parce que les omnibus, comme d'hab, c'est très gros, donc ça prend vraiment du temps. Mais pour approfondir aujourd'hui, j'hésitais entre ça et celui-ci, qui explique vraiment ce qu'il en est, puisque c'est pareil, c'est un omnibus qui va plutôt vous permettre de savoir d'où viennent chacune des histoires là-dessus. Hein, on a un grand méchant qui traverse les univers et qui mange des Spider-Man partout, et ça profite d'amener plein de Spider-Man, dont des Spider-Man T-Rex, qui oui, en effet, le Spider-Man T-Rex est dans les comics. Ce n'est pas qu'une blague, du film, parce que beaucoup de gens ont dit « Waouh, ils ont fait n'importe quoi, même un Spider-Man T-Rex ». Oui, alors il était dans les comics. Donc je vous dirais plutôt entre les deux Spider-Man 2099, parce que c'est une autre façon de raconter l'histoire. Et donc c'est assez intéressant. Très bien, et on vous mettra le lien dans la description. Romuald. Petite question, Oui, le Spider-Punk, c'est une création du film ou il est dans les comics? Alors, Romuald, plus fort que moi. Tu saurais? Moi, Non, parce que moi je l'ai pas lu à l'époque, mais il est dans les comics, ouais. Ok, il est dans les comics. Merci. Tout à fait. Il est dans les comics. Ouais. Romuald, ta recommandation de la semaine? Eh bien, j'ai bien fait de pas prendre du comics, et je vais prendre justement un médium adapté. Je conseille une série en 10 épisodes qui est sur Amazon Prime Video, et qui est vraiment faite pour la série. C'est Daisy Jones and the Six. C'est une série autour d'un groupe de musique qui est tiré d'un roman, ce qui est bien aussi. Je m'aperçois que les séries qui sont tirées de romans sont souvent mieux écrites. Et ensuite, donc, l'évolution du groupe qui est racontée à travers un reportage. C'est un témoignage, voilà. J'ai adoré la musique. Moi, j'écoute l'album. L'album a été numéro 1 des ventes. Daisy Jones and the Six. Daisy Jones, c'est les Six. C'est un groupe de musique qui se crée, ils ne savent pas trouver leur nom, il s'appelle les Six. Et on raconte l'histoire. Ils vont rencontrer une jeune femme qui va écrire pour eux un titre, qui est Daisy Jones. Et le chanteur du groupe et elle vont se fracasser, vont partager des choses. Chaque personnage du groupe est extraordinaire. La jeune femme, en plus, l'actrice, c'est la petite fille du King, si j'ai bien compris, d'après ce que m'a dit ma femme, et j'ai pas voulu en savoir trop. C'est beau, c'est bien écrit, les chansons sont top. J'ai chialé comme pas possible à la fin. Il y a une révélation finale dans la dernière, donc il n'y aura pas de suite, c'est génial. Voilà. Et c'est une vraie histoire, les personnages ont des trajectoires, il y a des rebondissements.
Et j'ai juste adoré, voilà. Après, si vous aimez pas la musique, voilà. Mais bon, je pensais pas l'aimer. J'ai mis longtemps à la voir et je suis tellement content de l'avoir vu. Et très bien, bah, on mettra la recommandation, pareil, dans les commentaires. Et Greg, à ton tour. Alors, j'aimerais saluer mon collègue et ami Christophe Regnault, qui est dessinateur, et qui m'a dit écoutez notre émission à chaque épisode, quoi. Il m'a même fait référence au tout dernier, donc il suit et ça lui plaît. Il est l'auteur d'un western qui est sorti chez Glénat Fayard l'année dernière, Jesse James. Donc là, je vais sur l'écran, Pierre. Et Christophe, j'aime assez son dessin. Il a des visages, comment dire, j'ai l'impression qu'il vient un peu de la caricature et surtout il a des couleurs assez tranchées. Et voilà, j'aimerais bien, il serait partant pour faire l'émission avec nous, peut-être l'émission sur Zelda, pourquoi pas, parce qu'il est en train de le faire, ou d'autres émissions parce qu'il est vraiment branché western et BD historique. Voilà. Très bien, très bien. Je termine cette émission avec ma recommandation. Il s'agit d'une série, pardon, je vais y arriver, toujours sur Paramount+, puisque c'est ma quatrième recommandation à la suite issue de cette chaîne de streaming. Il s'agit de Tulsa King. Alors Tulsa King, c'est une série avec Stallone et qui est dans le plus pur style Stallone. Voilà, ça aurait pu être une autre version de Rocky quelque part par rapport aux thèmes qui sont abordés. Donc c'est un ancien repris de justice qui sort de prison après 25 ans. Voilà, il bossait pour la mafia et il arrive dans un monde qui comprend pas forcément, qui a beaucoup changé et il va rencontrer des personnes avec qui il va se lier, qui vont lui apprendre des choses, mais à qui il va aussi apprendre des choses et c'est vraiment très intéressant. On a deux générations qui se rencontrent. C'est pas du tout du c'était mieux avant et c'est pas non plus du c'est mieux maintenant. Enfin voilà, il y a vraiment eu un mélange des genres, une approche là-dessus et c'est assez bien écrit. Je sais pas s'il y aura une saison 2, en tout cas la saison 1 une se suffit elle-même. Il y a un début, il y a une issue, même si elle est assez ouverte. Et franchement, je vous recommande parce que c'est du grand Stallone et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà. Ok. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir passé 7 heures en notre compagnie. Hugo, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau dans l'émission. Voilà. Avec plaisir, merci Pierre, c'est gentil pour l'invitation. Merci à toi. Romuald, on se dit à très bientôt. Ce sera même la semaine prochaine puisque ce sera une émission consacrée à The Flash. Voilà. Sans surprise. Et puis Greg, pareil. Voilà, on te dit également à la semaine prochaine. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à le laisser un petit pouce bleu, un like ou quoi que ce soit suivant la plateforme où vous nous écoutez, si vous nous écoutez en podcast ou si vous nous regardez à nouveau en vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao pour la Bye. 74e Merci, à émission. bientôt.